Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Mon invité aime les défis. Quelques années après avoir traversé l'Atlantique en famille sur un monocoque pendant 2 ans, un parcours de 20 000 miles tout de même, la voilà qui s'empare d'un sujet qui lui tient à cœur et est devenu prioritaire. Construire, aider à construire, dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Céline Beaujolin, déléguée générale de l'association filière Hors-Site France, est avec moi au micro aujourd'hui pour partager avec nous sa connaissance fine des enjeux de la construction hors-site, nous en expliquer la trajectoire et les difficultés, et puis aussi raconter les réussites et les victoires. Bonjour Céline Beaujolin. Bonjour. Quelques mots rapides de rappel peut-être pour commencer cet entretien. Le hors-site, c'est quoi exactement ? Et peut-être aussi nous dire s'il n'y aurait pas une petite confusion d'image avec le préfabriqué par exemple. C'est une bonne question. Oui. Le hors-site, c'est pas nouveau, c'est souvent quelque chose qu'on nous dit tout à fait. Il y a des brillants architectes qui se sont intéressés à la manière de construire avec d'autres matériaux. En fait, l'idée qu'il y a derrière, et c'est comme ça que nous, on l'exprime, c'est l'industrialisation de la construction. Alors oui, c'est des éléments qui sont donc fabriqués, préfabriqués, amenés sur le chantier, montés sur le chantier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on joue au travers de cette industrialisation, c'est la qualité du produit. La qualité d'exécution, on s'entend. C'est-à-dire que vous pouvez espérer, parce qu'il y a une chaîne, parce qu'il y a un process industriel, qu'il y a une maîtrise au millimètre, ce qui n'est pas forcément le cas d'une construction en béton coulé sur lequel on sait qu'on est plutôt au centimètre. Donc la logique, c'est de se dire, je vais essayer de voir en quelle mesure, au sein de mon usine, je peux aller chercher des produits les plus aboutis possibles. Pour le dire autrement, alors le prémur béton fabriqué en usine, il est intéressant dans quelques cas, mais nous, ce qu'on préfère aller chercher, c'est des façades qui sont complètement intégrées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à assembler, parce que c'est là que vous avez cet élément de qualité, parce que vous avez pu contrôler que les aspects acoustiques, les aspects température, etc. vont être maîtrisés au travers du process industriel. Est-ce qu'on est sur une qualité augmentée grâce au hors-site ? C'est bien tout l'enjeu. C'est ça l'idée, c'est qu'au travers de cette industrialisation, on aura des bâtiments. Alors, d'ailleurs, il y a des éléments de retour d'expérience très intéressants là-dessus en rénovation, parce que ce n'est pas qu'un sujet de la construction. C'est aussi un sujet de rénovation, et notamment de rénovation énergétique, qui est quand même un sujet majeur aujourd'hui. L'idée, là, c'est que vous venez mettre une deuxième peau, donc une façade sur votre bâtiment. Et les retours d'expérience qu'on a sont qu'en termes de performance, on dépasse les éléments classiques, parce que c'est extrêmement bien travaillé, affiné, etc. Mais aussi en termes de durabilité. On est sur des choses qui vont être plus durables qu'une isolation classique par l'extérieur. Donc c'est de la qualité, c'est de la performance. Pardonnez-moi peut-être ce gros mot, mais on a parlé de qualité augmentée, mais on ne parle pas de surqualité pour autant. Non, je pense pas. Pas Alors, du tout, même en fait. Si, c'est difficile de parler de surqualité en ce moment avec tous les enjeux environnementaux. Non, mais même si je trouve que dans votre question, il y a un point qui est... On est pour une part sur de l'innovation, et il faut chercher cet équilibre entre un modèle économique et un niveau de performance et de qualité. Et ça... Je pense qu'on n'est pas au bout de cette réflexion. D'ailleurs, tous les gens qui se sont mis hors site trouvent que c'est ça aussi. L'intérêt du sujet, c'est qu'ils peuvent aller chercher des réponses ou des manières de répondre qui sont avec des matériaux, avec des approches qui sont différentes. Je pense qu'on n'est pas au bout de cette phase d'apprentissage collectif, de ça marche bien dans telle situation avec tel matériau, ce mélange de matériaux. Voilà. Il y a beaucoup de questions autour de, par exemple, sur un plancher, pour être un peu plus concrète. Est-ce que vous le faites en bois? Est-ce que vous mélangez bois et béton? Est-ce que vous mélangez métal, bois, béton? Parce qu'il y a des caractéristiques des matériaux qui ne sont pas les mêmes, et c'est intéressant de les mélanger. Voilà. Donc on n'est pas complètement au bout, mais oui, c'est l'objectif. En tout cas, on est dans une période de transformation profonde. On est dans une période de transformation profonde, et vous avez raison, ce n'est pas qu'une question d'innovation, parce que le hors-site, on a parlé de matériaux, d'approches constructives, c'est d'abord et avant tout une autre manière d'approcher la conception d'un bâtiment. Voilà, c'est pas que d'autres matériaux et d'autres procédés constructifs, c'est l'intelligence collective retrouvée. Moi, j'aime bien le dire comme ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est que vous allez chercher à anticiper autant que faire se peut le fait de pouvoir mettre autour de la table ceux qui, les architectes, ceux qui vont concevoir, mais aussi les industriels ou
ou des éléments, ou des architectes qui savent travailler avec ces industriels, ça marche des deux côtés. Le maître d'ouvrage aussi, il a toute sa place là-dedans, dans un échange, dans une itération entre voilà ce qu'il est possible de faire, ça répond sur tel point comme ci, sur tel autre comme ça, quel est le meilleur équilibre entre des contraintes de prix, et elles sont essentielles, des contraintes de performance, des contraintes de délai, des contraintes de nuisance, des contraintes d'emploi. Enfin, il y a toutes ces questions derrière. Voilà. Et vous ouvrez le champ de la discussion. Et l'intérêt, c'est de pouvoir échanger. Et au bout d'un moment, les acteurs arrivent à se mettre d'accord, à aligner par rapport à un contexte, par rapport à un projet, par rapport à un programme, la meilleure approche possible. Alors, on va reparler dans un instant de cette question de la dynamique, parce qu'elle est, je pense, à vous écouter centrale. J'ai quand même encore une question pour l'introduction. On a parlé tout à l'heure de la rénovation énergétique, mais l'autre mot du moment, c'est quand même la crise du logement. Est-ce que la construction hors site ou la rénovation hors site peut aider à résoudre cette crise du logement ? En tout cas, c'est ce que pensent les différents gouvernements de l'Europe, là, parce qu'ils, les uns après les autres, ils s'intéressent à ce sujet, au sujet du hors-site, pour aller chercher de la construction de logements abordables. Donc, je pense qu'il y a bien ce lien qui est fait. Alors oui, c'est-à-dire que l'idée, c'est de, après une phase d'apprentissage sans doute dans laquelle on est, mais que c'est d'abord on va chercher du délai, c'est-à-dire que une chose qui est éprouvée, c'est que la construction hors-site, elle vous permet de construire plus vite. Alors, pas sur la phase étude, ça c'est important, mais on y reviendra peut-être, mais vraiment sur la phase chantier, on gagnait 30 à 50%. Donc, c'est une réalité que vous allez pouvoir réduire ce délai qui est affreux de 5 à 7 ans pour arriver à sortir un logement, au moins sur cette partie de chantier, mais aussi, et on en revient à la conception, sur le fait que vous allez chercher à rationaliser les choses, et ce faisant, vous allez gagner. Vous allez gagner du temps, vous allez gagner de la matière, vous allez simplifier aussi, en fait. Le hors-site, c'est aussi une manière de simplifier l'approche et le process. Voilà. C'est pas tout à fait anodin que... Il y a un appel d'offres qui vient de sortir là, sur les prisons en quartier de semi-liberté, dans un objectif d'aller vite, et sur lequel nous, on a essayé d'accompagner un peu la démarche en hors-site. C'est pas non plus anodin si on va se poser la question là, avec le ministère du Logement, le ministère de l'Enseignement supérieur, sur comment produire des logements étudiants, parce qu'il y a une question de crise spécifique sur ce produit, et il y a un engagement de l'État à y aller en hors-site. C'est-à-dire que l'ambition, c'est de gagner beaucoup de temps tout en étant sur des produits aussi qualitatifs et aussi beaux. Voilà, c'est l'enjeu. Donc il y a bien un lien entre comment produire du logement abordable dans un délai plus court. Alors un délai plus court, et pardonnez-moi ce trait d'humour, mais le hors-site ne résoudra jamais les difficultés administratives, les difficultés judiciaires. Non, vous avez raison, mais ce qu'on cherche là, c'est à sortir du projet systématiquement unique ou unique pas pour les bonnes raisons. Et la démarche hors-site, c'est aussi ça, c'est de se dire, je vais pouvoir reprendre, y compris une partie de mon plan, sur un autre projet, parce que ça s'y prête. Oui. Voilà. Et de se dire, j'ai l'autorisation de faire ça, ce faisant, je gagne beaucoup de temps, parce que c'est des choses que j'ai déjà faites. Je connais les points sur lesquels l'administration va, pour revenir sur le point, va pouvoir me dire que c'est pas raccord, mais eux aussi l'ont vu. Donc on va tous gagner du temps. C'est cet esprit de se dire, je rationalise, y compris dans la conception et dans la compréhension par tout le monde de comment on peut construire plus vite. Ah oui, donc c'est quand même intéressant. On va parler maintenant de dynamique. Quelle est la dynamique actuelle de la construction hors site en France ? La question sous-jacente, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus ? Oui, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus ? Alors, je vais vous répondre directement à cette question. On a un vrai frein culturel. Moi, je trouve que ce qui est le plus compliqué, c'est d'expliquer aux gens qu'il faut déconstruire leur approche. On a tous appris à construire en béton coulé. Ça a plein d'avantages, le béton coulé. Ça a aussi quelques gros inconvénients, mais ça a aussi plein d'avantages, en tout cas en termes de forme, en termes de pratique. Bon, et on partage cette connaissance et cette compétence sur le béton coulé. Et là, en fait, le hors-site, ça revient à dire, écoutez, il va falloir retourner sur les bancs de l'école, ou en tout cas accepter de travailler autrement, et c'est pas si facile, et c'est pas une question d'âge. Moi, je suis assez surprise de voir qu'il y a des gens qui sont plutôt en fin de carrière, qui s'intéressent énormément au hors-site avec du recul, et des jeunes qui disent, mais non, mais pourquoi est-ce qu'on va pas... Voilà. Donc, c'est pas une question d'âge. Il va falloir se déprogrammer, se reprogrammer. C'est ça l'exercice, et c'est jamais facile de revenir sur des acquis. Donc, autrement dit, il faut bien sûr que ce soit enseigné dans les écoles, mais il faut aussi permettre aux praticiens d'aujourd'hui de se former, et c'est pas simple parce qu'en fait, vous ouvrez une sorte de boîte à outils très différente, très riche. Oui. Vous pouvez construire en 1D, en 2D, en 3D, on a déjà parlé des différences de matériaux. Voilà, et ça veut dire que
c'est plus 2 traits pour montrer un mur, c'est une vraie réflexion sur qu'est-ce que je vais mettre dans ce mur. Et si je réfléchis à ce que je mets dans ce mur, ça veut dire que je réfléchis à toute la structure du bâtiment et je me réinterroge. Voilà. Donc c'est beaucoup plus exigeant. Il y a un côté exigeant, hein, il y a un côté réapprendre à travailler, puis il y a un côté de se dire j'accepte d'être réinterrogé sur ma pratique. Alors là, je vous ai beaucoup parlé de l'architecte et du concepteur, c'est vrai de l'entreprise générale. Oui. Il faut aussi qu'elle se dise que elle partage d'une certaine manière la connaissance avec l'industriel, la capacité à interroger la manière de faire avec lui. C'est aussi, en fait, la difficulté du hors-site, c'est que ça réinterroge la place de chacun dans la chaîne de valeur et ça nécessite que chacun se repositionne. Avec une confrontation, en fait, un temps long qui est celui de l'apprentissage et de la réadaptation, et un temps court, je pense par exemple à l'urgence climatique. Oui, alors ce point est très important parce qu'aujourd'hui, à ma connaissance, pour atteindre les seuils de la RE 2020, 2025, 2028, 2031, le hors-site y arrive, et de façon assez simple. La pratique classique n'y est pas. Donc, effectivement, nous, on a le sentiment que c'est un élément de l'avenir, en réalité. C'est-à-dire que il va falloir y aller parce que ça sera la manière de répondre à ces objectifs. Alors, on peut se demander, mais pourquoi ? Et puis peut-être que le béton va quand même réussir à aller vers des pratiques plus vertueuses, mais l'idée, c'est que, je vous l'avez compris, mais on rationalise en fait. Quand on commence à travailler sur un projet en hors-site, on ne fait pas autre chose que ce que Haussmann faisait. Et ça, c'est important de le dire parce que rationaliser, ça peut faire peur en termes d'esthétique, etc. Non, en fait, c'est juste de se dire ce qui n'a pas d'intérêt de différenciation, on va prendre le même produit parce que ça marchera très bien. Donc ça, c'est un premier point. Mais ce faisant, vous gagnez 10% de matière. On a fait l'exercice sur une comparaison de mode procédé constructif classique et hors-site, et c'est ça qu'on obtient. Et puis, ce cheminement continue et vous allez permettre d'aller peut-être chercher des matériaux biosourcés, parce que la difficulté dans les matériaux biosourcés, c'est que souvent, ils ont des temps de séchage, des temps de mise en œuvre qui sont assez longs et pas très compatibles avec un planning de chantier standard. Donc, l'avantage, c'est que si vous les travaillez en usine, ils arrivent dans le bon moment et il n'y a pas ces temps cachés, en fait. Donc, c'est pour ça que le hors-site, il est très biosourcé compatible. Oui. Il est très aussi réemploi compatible pour les mêmes raisons. Et finalement, c'est le même combat d'une certaine manière. Et donc, il y a une convergence là qui se fait entre bois, éléments biosourcés, réemploi, dans une démarche vertueuse qui va chercher à optimiser la construction. Voilà. Donc, c'est pour ça que le hors-site arrive assez simplement à faire de la RE 2025, 2028. Ce que ne fait pas le béton aujourd'hui. Mais alors justement, quand on dit biosourcé, géosourcé, réemploi, hors-site, est-ce qu'il faut tout faire tout ensemble à chaque fois ? Oui, alors c'est ça qui est compliqué parce que la manière dont ça peut être perçu, c'est un empilement d'exigences. Et je suis, moi, d'avis que cet empilement, il est aussi générateur d'un surcoût qui est considérable et pas forcément raisonnable. Tout est question de priorité. Je pense que c'est ça qui est important. Je reviens à mon intelligence collective. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez tout faire hors-site. C'est peut-être pas raisonnable de tout faire non plus, pour des raisons qui sont propres au maître d'ouvrage. Donc oui, on peut avoir une construction 100% bois, mais c'est très vertueux, mais c'est pas économiquement l'aspect le plus facile ou le plus évident aujourd'hui. Donc il faut réfléchir. Quand vous, par exemple, construisez un hors-site en R+3, R+4, vous êtes aujourd'hui assez facilement en allant chercher des réponses béton en bas, parce que encore une fois, il n'y a pas meilleur que le béton sur un certain nombre de points. Et puis, vous allez mettre du bois en haut. Voilà. Donc, c'est cette logique-là d'optimisation, y compris dans l'utilisation des matériaux, la manière de faire, etc., qui est pertinente. Est-ce que finalement, c'est le prix qui va permettre de départager ? Moi, je pense que le prix, il est essentiel. Le coût, pardon. Le coût. Alors, c'est important. C'est le coût, c'est pas le prix. On va sans doute revenir là-dessus. Mais oui. J'aime bien cet exemple qui m'a été donné par un des bailleurs sociaux qui fait beaucoup de hors-site, qui s'appelle Adoma, sur des résidences d'hébergement. Il dit, moi, je tente toujours dans les appels d'offres la salle de bain préfabriquée, qui arrive complètement pactée, etc., qui n'est ouverte que le jour de la livraison. Mais parce que quand c'est au même prix, je la prends parce que je sais qu'il n'y a aucune réserve. Donc, c'est cet élément de qualité, de baisse de l'aléa, de performance, encore une fois, qui est là, alors qui est difficile à chiffrer, ce qui est tout le problème, mais voilà. Alors, pour revenir sur la question du prix, aujourd'hui, ceux qui sont les plus avancés sur le sujet commencent à dire on arrive à sortir au même prix.
c'est intéressant. Mais ce qu'on sent derrière, c'est qu'il a fallu quelques années de pratique pour arriver à ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un phénomène d'apprentissage collectif qui fait que, là aussi, on optimise. Alors, c'est pas très différent de la RT 2012. Ça a été plus cher à un moment, puis c'est revenu à des standards. On pense, nous, que c'est un peu ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, oui, la phase d'apprentissage, elle a un coût. Et puis, quand on a compris comment bien se servir du hors-site, ça devient tout aussi raisonnable qu'une construction classique. Aller chercher une baisse de prix, ça passera par d'autres choses. On a parlé du réemploi des plans. Voilà, ça passera par d'autres choses, mais c'est possible aussi. Donc, ça coûte un peu plus cher aujourd'hui au prix au mètre carré. Et tout le raisonnement, c'est de se dire, mais qu'en est-il d'un bilan d'opération ? C'est-à-dire que si on se dit qu'une isolation hors site par l'extérieur, elle a peut-être une durée de vie double d'une isolation classique, ça veut dire que les temps d'amortissement ne sont pas les mêmes. Et donc, en termes de prix de revient, on n'est pas sur le même résultat. C'est ça qu'on est en train, nous, de modéliser avec des professionnels, mais d'essayer de faire aboutir cette réflexion pour qu'on change un peu de lunettes quand on va regarder un bilan d'opération en hors-site et de dire aux décideurs, oui, ok, vous allez peut-être être sur 5-10% d'augmentation du prix en facial, mais vous vous y retrouvez parce que les délais d'amortissement ne sont pas les mêmes, ou les niveaux d'aléas, ou le niveau de qualité fait qu'en entretien, vous allez pouvoir baisser vos coûts d'entretien. Voilà, c'est important qu'on arrive à boucler la boucle de cette réflexion, parce que pour les investisseurs, c'est comme ça qu'ils vont regarder les choses. Et alors, pour boucler notre réflexion, est-ce qu'il est utile d'aller regarder hors de nos frontières ? Ah oui, bien sûr. Parce que les éléments culturels, ils sont très français sur les freins à l'adoption du hors-site, pour différentes raisons. Les Allemands, moi j'aime bien donner cet exemple, c'est une étude qui a été faite par l'Union européenne, qui commence à s'intéresser au sujet, qui n'ont pas du tout ce frein sur la qualité du produit. Nous, on a tout de suite l'image de la préfa, des grands quartiers d'habitat social des années 60. Oui, c'est de la préfa, mais c'était surtout du cheap. Enfin, c'était surtout du pas qualitatif. On peut tout à fait faire de la préfa de grande qualité. Donc, c'est pas ça le sujet. Mais donc, en Allemagne, où ils n'ont pas ce frein sur les éléments qualitatifs, ils produisent en gros 20% de leur construction hors site. Nous, on doit être à 5%. Voilà, donc il y a de la marge. Ce biais culturel, ce frein culturel nous bloque. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à passer cette étape. Et je pense que la meilleure manière de le passer, c'est de montrer. C'est de montrer des réalisations hors site. D'abord, c'est beau. Souvent, on me dit, mais ça, c'est du hors-site ou pas ? Ah, ça veut dire que tu le vois pas. Et si tu le vois pas, ça veut dire que c'est neutre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut réussir à construire quelque chose de tout à fait standard en hors-site, dans les mêmes référentiels que de la construction standard. Et là, vous nous donnez envie. Est-ce que vous avez des exemples à partager avec nous ? De construction hors-site ? Alors, vous parliez de beau, mais voilà, quelques modèles qu'on pourrait partager avec nos auditeurs. Oui, il y en a. Ce qui est intéressant aussi, on n'en a pas parlé, mais il y en a sur tous les usages. C'est-à-dire que c'est pas plus adapté à un usage ou à un autre. Alors, je vais parler des écoles, parce que je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Vous avez de plus en plus... pourquoi les écoles ? Parce que le délai est extrêmement contraint. Donc, eux ont besoin de travailler là-dessus. Donc, des bâtiments scolaires qui aujourd'hui sortent en structure ossature bois, il y en a plein. En fait, et vous les verrez surtout en chantier pendant les étés, c'est pas tout à fait anodin. Donc ça commence à être presque un élément assez commun, et qui du coup permet, et c'est intéressant, d'aller chercher aussi de la réhabilitation lourde des bâtiments scolaires, en gardant l'existant qui va bien et en le complétant. Voilà. Après, il y a des exemples de rénovation énergétique d'un lycée. Alors, je peux vous donner un exemple précis sur le lycée autour de Rennes, de Quevilly, 7000 étudiants, donc c'est un des plus gros lycées de France, je pense. Il a été fait en 25 mois, et c'est aussi des questions de délai redoutables. Il n'y avait que 4 salles de classe immobilisées en permanence, donc il a été fait en site occupé. C'est ça aussi qui est intéressant. Voilà. Et alors, ça m'amène d'ailleurs sur un autre sujet de l'école, toujours. Un des arguments du hors-site, c'est l'aspect d'adaptabilité. Si vous créez un lycée dans un endroit, vous pouvez imaginer, hors site, le faire en plusieurs étapes, parce que vous ouvrez un lycée, en général, il n'y a que les classes de 6e qui sont ouvertes, puis les 5e l'année suivante, etc. Donc ça aussi, le hors site amène à pouvoir gérer différentes phases qui sont intéressantes. Il amène aussi sur des sujets de réversibilité, de réfléchir. Aujourd'hui, un investisseur, je pense qu'en région parisienne, il peut se demander quel va être l'usage de son bâtiment sur la durée de vie du bâtiment. Amener des éléments de réversibilité, c'est pertinent. Voilà, donc je ne vous ai peut-être pas donné des exemples précis, je suis sur le scolaire. Après, il y a des très beaux bâtiments
de surélévation, par exemple, y compris dans Paris, qui sont remarquables, du logement social, des bureaux, enfin, il y a eu des choses qui sont assez extraordinaires. Et puis, je peux vous citer aussi des exemples de bâtiments, de bureaux aussi. Alors, je vais vous en donner un sur le CHU de Rennes, toujours, je reste dans la même région, mais sur une parcelle qui était extrêmement contrainte, un bâtiment en bois apparent à l'intérieur, et qui est extrêmement appréciable pour l'avoir visité, avoir discuté avec les usagers, c'est un élément qui est très apprécié. Et puis il y a les JO, il y a tout le travail qui a été fait autour des JO, par délai contraint aussi, mais on a là un prototype grande échelle, sur lequel d'ailleurs il y a eu beaucoup d'innovations et donc sur lequel on est sur des retours d'expérience qui est très pertinent. Donc là, il suffit d'aller dans le quartier. En fait. Grâce auquel on a beaucoup appris d'ailleurs, et c'est toujours à ces moments-là qu'on progresse le plus. Oui, exactement. Oui. Ouais. Donc, malgré des difficultés culturelles, on comprend qu'on est en train de changer de modèle de construction en France. C'est ça, et c'est ça le défi en fait, et c'est ça l'interpellation que porte l'association Filière Hors Site France, c'est de proposer aux acteurs de la construction de réfléchir à leurs pratiques. C'est ça qu'on pose en disant il y a peut-être une autre manière de faire. D'ailleurs, nous, on est dans un exercice qu'on essaye de faire le plus objectif possible, c'est-à-dire que notre ambition, c'est pas... de faire du hors-site pour faire du hors-site, c'est d'arriver à trouver des pratiques constructives qui vont nous permettre de réenchanter l'acte de construire. On le dit comme ça, c'est-à-dire de retrouver une capacité à faire, construire du logement abordable, on en a parlé, c'est un enjeu sociétal fort, mais aussi rénover nos bâtiments. Enfin, voilà, on répond là à des sujets qui sont majeurs. Et c'est ça. Donc l'ambition, c'est venez nous rejoindre pour réfléchir avec nous sur des approches qui ne sont pas forcément complètement différentes, mais qui quand même supposent une évolution des pratiques sensibles pour que demain, on retrouve collectivement une capacité à faire. Et quelle trajectoire espérez-vous alors pour la construction hors site à horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans ? Telle que je la comprends, je pense qu'il y a une trajectoire beaucoup par le levier du public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont... Parce que ce qu'on dit là, ça nécessite une vision de long terme. Donc il faut aller chercher les investisseurs de long terme. C'est eux qui aujourd'hui peuvent comprendre que cette évolution de pratique, elle est salutaire. Donc les bailleurs sociaux, mais aussi les établissements publics d'aménagement, c'est chez eux qu'est le principal levier aujourd'hui. Donc je pense qu'eux sont en train de s'emparer du sujet, sont en train de comprendre comment eux-mêmes doivent faire évoluer leur propre pratique de maître d'ouvrage pour s'aligner là-dessus. Donc on peut imaginer là que ça va prendre, et d'expérience il faut quelques années pour arriver à faire tourner le navire, donc ça peut être assez rapide. Je pense que les promoteurs vont comprendre qu'il y a un sujet derrière et donc vont eux aussi chercher à y répondre. Certains sont convaincus, ne font que ça d'ailleurs, enfin bon voilà, il y a de la capacité à faire évoluer. Et voilà, et le deuxième aspect c'est la formation, c'est-à-dire que je pense que dans quelques années le hors-site sera enseigné dans les écoles d'architecture, dans les écoles d'ingénieurs. Il sera financé dans les OPCO et que ça deviendra une connaissance commune. Et c'est ça l'exercice. Vous pensez ou vous espérez Alors non, je pense, on voit les évolutions en fait. Elles sont à l'œuvre. Je vous ai donné les deux principaux leviers en fait. Le public et la formation, c'est ça qu'on se dit. Mais il y a un sujet culture, faut y revenir. C'est pour ça qu'on lance le prix de la construction hors site, nous, parce qu'on veut donner à voir que c'est beau, que c'est pertinent, que c'est intéressant, que c'est de l'innovation et que finalement il y a déjà beaucoup de monde qui sait faire. Et qu'on peut s'amuser aussi à créer. Vous parliez de réenchanter la construction. Moi, sur les architectes, je trouve que c'est une manne incroyable d'innovation, c'est-à-dire de jouer avec les matériaux, de jouer avec les formes, de jouer avec les éléments industriels qui ouvrent le champ des possibles. Et ça, c'est très très beau. Merci Céline Beaujoin, c'était vraiment passionnant de vous écouter, nous raconter les coulisses, les espoirs et puis les défis de cette construction et de cette rénovation hors site. Merci beaucoup. Et puis merci chères auditrices et chers auditeurs de votre attention. J'espère que ce podcast vous aura été utile et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.